je peux dire déjà que le gouvernement il fonde sa politique de transition énergétique sur les nouvelles technologies. Donc, c'est un plan 2021-2027. Ils mettent le paquet sur les systèmes intelligents artificiels. Voilà, l'IA, c'est un vrai sujet. Tout ce qui est technologie 5G, le cloud et l'informatique de proximité. Et puis après, il y a l'Internet des objets. Mais là où on voit très bien qu'il y a des axes, c'est autour de l'automobile. Voilà, c'est pas pour rien que BMW, Mercedes aussi font des centres d'innovation au Portugal. Il y a donc derrière, c'est les composants aussi, c'est l'électronique, c'est l'énergie, c'est les secteurs pharmaceutiques, c'est l'industrie, toutes les industries des NTIC, mais on voit bien que là, le vrai sujet aussi, et comme je disais, c'est les ressources, parce que le Portugal, il y a des ressources naturelles où il peut être autosuffisant. Donc, c'est tout ce qui tourne autour de l'éolien, la biomasse, l'hydroélectricité, l'hydrogène, et puis l'énergie solaire et les océans. Voilà, je pense que ça, c'est des secteurs. Après, Antoine, et je pense que plus précisément, il peut aussi compléter, mais on voit bien que sur ces sujets-là, le Portugal a un vrai atout, et on reviendra. Comment on est arrivé à ces atouts et cette attractivité, je pense qu'on peut en parler ensuite aussi. Oui, je pense absolument. Bruno donc, a cité effectivement les exemples les plus marquants. Je dirais, là où il y a de la profondeur au Portugal, l'intention du gouvernement, elle est vraiment portée sur les thèmes de l'énergie, de la soutenabilité en général, et aussi au niveau de la mer. Autour de la mer, il y a des tas de choses à faire au Portugal. Ça, c'est quand même un point important. Donc, après la mer, ça veut dire plein de choses. Production d'énergie, ça veut dire aussi biotech, pas mal de biotech, ça veut dire aussi un peu de food. Donc ça, c'est un peu, on va dire, l'intention du gouvernement. Là où il existe effectivement une intention, une vraie intention. Un truc très intéressant aussi, c'est que le Portugal en Europe a été un des premiers pays qui a lancé un fonds, le FIS, d'innovation sociale. Donc, ça veut dire que le gouvernement s'est doté d'un instrument d'investissement qui lui permet justement d'appuyer un certain nombre de projets justement autour du social, autour de la soutenabilité des entreprises, etc. etc. Ça, c'est un point d'innovation assez marquant. Donc, je dirais c'est les opportunités au Portugal, là où il y a de la profondeur, ça va être un croisement entre le volontarisme de l'État portugais, sachant aussi que, en quelque sorte, si le Portugal en est là actuellement dans cette position, c'est parce qu'il y a eu un gouvernement au Portugal qui a fortement appuyé, qui a lancé un plan technologique. Voilà, il faut se souvenir de cette histoire. La deuxième chose aussi, et c'est ce que disait Bruno, il y a aussi des clusters d'activités économiques. Donc, on pense spontanément notamment à l'automobile, où là, effectivement, il y a des choses à faire. Il y a une supply chain automobile qui était déjà installée au Portugal, parce qu'il y a une usine assez importante qui fonctionne chez Volkswagen. Et autour de cette supply chain, il y a des choses qui sont en train de se constituer. Et puis maintenant, là, on entre un peu plus dans la granularité, dans les petites choses, mais il y aura probablement une wine tech qui commence un peu à apparaître. Il y a aussi un certain nombre d'innovations technologiques de style technique. Il y a des choses qui apparaissent de plus en plus aussi, qui montrent un peu la flexibilité du peuple portugais sur la partie robotique. Donc, ils font de l'assemblage en robotique. Donc, après, il y aura des pôles d'innovation qui vont découler un peu des points forts de l'économie portugaise. Voilà. Alors, moi, je donne un bon exemple de comparaison entre les Hauts-de-France. Vous savez, nous, Roubaix-Tourcoing, c'était les capitales du textile. Aujourd'hui, on n'a plus de production textile. Et quand on a monté une délégation il y a 2 ans au nord du Portugal, on s'est aperçu pourquoi le Portugal a gardé son industrie textile. Bon, si ce n'est des coûts peut-être de main-d'œuvre moins chers, mais c'est surtout qu'ils ont misé dès le départ sur l'innovation et le développement durable. Et je pense que c'est un des succès aussi du Portugal de miser sur l'innovation et le développement durable. Il y a deux choses. Il y a l'économie en général portugaise. Et l'économie générale au Portugal c'est quand même le royaume des PME. C'est un tissu économique très, très, très souple, très flexible et globalement plutôt résilient. Plutôt résilient. Après, on verra parce qu'on peut se dire que 2020 n'est peut-être que le début d'un nouveau changement économique qui aura effectivement des plus et des moins. Mais je dirais qu'il y a quand même une assez grande souplesse de la part du tissu économique portugais. Et en même temps, sa souplesse, sa taille relativement modérée, embarque avec lui des fragilités. Quelles sont les fragilités du tissu entrepreneurial portugais? C'est que comme la taille est relativement petite, pour faire des projets de R&D, pour faire des projets d'exportation, par exemple, des choses qui coûtent plus cher, pour changer, la personne fabriquait des draps textiles. Et puis tout d'un coup, bon, peut-être que le drap, actuellement, on s'est aperçu qu'un des grands changements, justement,
en 2020, c'est que les consommateurs achètent moins de vêtements et ont acheté plus de meubles, parce qu'ils restaient plus de temps à leur maison, puis ils se disaient, bon voilà, cette commode, cette table, je la supporte déjà depuis 10 ans, j'en peux plus quoi. Donc, en quelque sorte, je dirais, la petitesse d'entreprise pourrait être un frein, en quelque sorte, à des modèles plus innovants. Ça, c'est vrai. En même temps, elle permet plus de souplesse dans le changement. Donc, peut-être que les changements vont commencer plus vite, vont être plus Moi, rapides à je déployer. pense que justement, cette faculté d'adaptation, parce Voilà. qu'ils ont connu la crise, c'est la force aussi du Portugal. Ils Ouais. savent s'adapter, ils sont très ouverts. Leur force par rapport à la France aussi, ils sont très reliés aussi à l'écosystème scientifique, académique, avec aussi le capital risqueur. C'est vrai que tu disais, il y a eu un gros plan aussi et qui continue du Portugal dans l'investissement. Ça a été 200 millions d'euros qui ont été investis. C'est aussi les startup visa, les tech visa. Et en plus, maintenant, ils ont une vraie politique. Ils ont tout compris, régler ça pour faire venir les communautés justement innovantes portugaises partout dans le monde pour revenir aussi au Portugal. Et je pense, si ce n'est qu'un confinement viendrait à bloquer pendant une année le Portugal, on n'arrêtera pas l'attractivité en termes. D'ailleurs, c'est même Forme qui avait placé le Portugal en 25e position pour entreprendre. C'est devenu un pays vraiment où on a envie d'entreprendre, où on peut créer son entreprise en 1 heure, voilà, où on a plein d'accompagnements possibles. Donc, je pense que cette dynamique va continuer. Bon, c'est les prix du logement qui vont augmenter parce qu'on a aussi en même temps le phénomène des retraités qui arrive aussi au Portugal. Mais je pense que cette dynamique entrepreneuriale dans la tech, ça ne va pas s'arrêter. Au Ouais. contraire, je pense que ça va s'accélérer. Je suis complètement d'accord avec toi. Donc, je soulignais un peu les vertus et les fragilités du système du tissu économique portugais. Il y a quelque chose qui est sûr, c'est que il y aura de formidables opportunités. Une des opportunités clés où le Portugal, comme pays, peut jouer une grande carte, c'est sur le retour d'un certain nombre de productions des pays éloignés, notamment de la Chine, pas seulement de la Chine d'ailleurs. Et effectivement, le pays ayant encore une main-d'œuvre avec un coût compétitif, aura beaucoup à gagner sur le fait que la Chine est devenue problématique parce que les Européens sont aperçus qu'il y avait de gros trous dans la raquette quand il s'agissait de produits essentiels, que ce soit des matières premières agricoles, que ce soit des matières premières pharmaceutiques. 80% d'un médicament dépend, 80% des matières premières, ce n'est pas des médicaments, peut-être c'est 100% des médicaments, mais 80% des matières premières pharmaceutiques viennent de 2 pays, Inde et Chine. Donc, c'est un vrai problème d'indépendance européenne. Et sur le textile, par exemple, il y a un autre phénomène aussi, c'est que comme les consommateurs consomment moins de textiles, il y a moins d'échelles. Et donc, c'est beaucoup plus coûteux et beaucoup plus compliqué et beaucoup plus risqué de faire venir des conteneurs entiers de Chine. Donc, on va de plus en plus converger vers des modèles de consommateurs de textiles qui n'ont rien à voir avec ce qu'on a connu jusqu'ici. Et les modèles, ça va être des séries ultra courtes, probablement des textiles. Le textile est une industrie qui est très polluante, historiquement, parce qu'il faut des colorants, parce que les colorants sont faits avec des machins qui sont appelés en général des métaux lourds. La propre fibre textile, eh bien, quand le produit est lavé chez nous, etc., c'est je ne sais pas combien de fibres qui finissent par atterrir dans la mer. Donc, ça pose des problèmes. Donc, c'est aussi un plastique qui peut c'est des matières synthétiques qui peuvent re-rentrer dans notre chaîne alimentaire. Enfin, donc, quelque part, nous allons voir un textile d'ici 5 ans qui n'a rien à voir avec le textile qu'on a aujourd'hui. Et effectivement, à ce titre, le Portugal, comme pays compétitif, comme pays ultra flexible, et effectivement, Bruno a insisté beaucoup là-dessus, il a tout à fait raison, a une vraie carte à jouer là-dessus pour fournir des petites séries près des centres de consommation. Tout à l'heure, je parlais de Jungle Project qui faisait sa production d'herbes aromatiques à 5 mètres de l'étalage où il va être vendu. Eh bien, on va arriver à ce rapprochement très fort avec une vraie compétitivité. Donc là, c'est vraiment une énorme opportunité pour le Portugal. Et puis, il y a des menaces, bien sûr, parce qu'il y a gens qui pleurent et gens qui rient, ça change tout le temps. Donc, il y a vraiment une question, qu'est-ce que va être le tourisme, le marché du tourisme dans les prochaines années? Est-ce que les classes moyennes qui voyageaient, qui considéraient qu'un voyage au Portugal, qui s'était énormément popularisé avec un aéroport qui était la seule limite au tourisme au Portugal, était devenu l'aéroport de Lisbonne, pratiquement. Donc, il y aura un nouveau tourisme aussi à réinventer. Et là, c'est pareil, le pays a aussi des atouts. C'est-à-dire que, bien sûr, il y aura peut-être beaucoup moins d'hôtels sur les plages en Algarve. Il y aura des expériences peut-être un peu plus dans la nature. Il y a d'autres côtes que l'Algarve au Portugal.
Enfin, donc, je dirais que dans tout ça, je crois énormément à la résilience du pays et justement au fait que je suis même persuadé que d'ici 4-5 ans, c'est un pays qui va ressortir gagnant de cette brutale évolution. Parce qu'il est flexible, parce qu'il est redevenu tout d'un coup très proche de l'Europe et parce qu'il a, entre la flexibilité et la compétitivité,